Bonjour à tous, c'est pour la 4e fois que nous nous réunissons pour participer à ces ateliers partagés face à NAS sur le thème travail social, apprendre de confinement. Et ces ateliers visent à mettre en avant une parole, celle des acteurs de terrain, celles et ceux qui accompagnent au quotidien les personnes en précarité dans les difficultés que nous rencontrons actuellement. Et le but de ces ateliers est notamment de comprendre comment certaines adaptations mises en œuvre par les travailleurs sociaux sont susceptibles d'enrichir les pratiques de demain. Et pour cette 4e séquence, nous avons choisi d'aborder la question des pratiques culturelles, car étant déjà essentiel au quotidien du travail social pour permettre un enrichissement de l'accompagnement, avec ces situations de crise que nous traversons, elles deviennent primordiales. Et c'est un formidable outil d'ailleurs pour lutter contre les effets néfastes du confinement qu'on a pu remarquer déjà et qui commencent à prendre de l'ampleur aujourd'hui. Et donc, en effet, dans les structures, de nombreux sujets d'adaptation à la crise ont surgi ces dernières semaines et amènent à se questionner sur la manière dont l'accompagnement a pu prendre en compte ce réel en mouvement pour faire évoluer sa pratique. En quoi les pratiques culturelles et de loisirs ont-elles permis de mieux vivre la période du confinement? Ce qu'on va vous demander, c'est de répondre en votre nom propre à chacun, au plus concret possible de ce que vous avez fait, parce que dans le cadre de ce partenariat, aussi bien la Fédération des acteurs de la solidarité que l'ANAS, l'Association nationale des assistants sociaux, on a le souci de donner la parole aux personnes qui sont sur le terrain et de donner également des éléments de réflexion concrets, pragmatiques, applicables sur le terrain aux personnes qui vont regarder qui assisteront à cet échange. En fait, on a 3 questions que je vais poser, à l'issue de laquelle chacun d'entre vous disposera de 3 minutes pour apporter sa réponse, une réponse qui est tout à fait personnelle. La première question que nous allons vous poser, c'est pour vous, quelles ont été les difficultés rencontrées pour inscrire les activités culturelles et de loisirs dans le cadre de vos accompagnements, de vos actions pendant la période du confinement? C'est notre première question et je donne la parole à Nathan. Alors du coup, pour commencer, je vais juste rappeler un petit peu la situation qu'on a vécue au niveau de ma structure du coup. Donc en fait, moi, au début, on m'a juste demandé d'aller en télétravail comme de nombreux salariés du SAMU social de Paris. Et du coup, voilà, comme beaucoup de structures, l'idée était aussi de protéger ses salariés. Mais nous, on a aussi un maximum de personnes sur le terrain car on est avant tout dans l'urgence sociale. Et après, du coup, donc j'ai été en télétravail pendant 2 jours et en fait, on m'a rappelé pour réaliser des missions de préparation de médicaments, de livraison dans certains centres. J'ai aidé aussi des aides-soignants parce que c'était vraiment l'urgence. On a eu quand même une grosse épidémie au niveau du LHSS. On a malheureusement eu des décès, donc ça a été l'urgence. Et moi, j'ai été dans l'obligation d'arrêter mes activités pendant un peu plus d'1 mois. Donc là, ça fait également un peu plus d'1 mois que j'ai eu la chance de reprendre mon poste tout en adaptant ces difficultés. Donc, il faut savoir que nous, on a en fait 3 volets importants donc au niveau des animations socioculturelles. Donc, on a un volet occupationnel, un volet sportif et un volet en fait culturel. Le volet culturel représente à peu près 50% du programme d'animation car on réalise de nombreuses choses à l'extérieur, ce qui a été très difficile car de nombreux projets ne se sont pas faits. Je pense par exemple au partenariat qu'on a en fait dans le cadre du relais du champ social qui nous permettent d'assister à des visites guidées et gratuites de nombreux musées de la ville de Paris qui sont organisés par des conférenciers qui maîtrisent plusieurs langues différentes parce qu'en fait, on a un public qui présente des difficultés physiques, justement, et il y a aussi une barrière de la langue. Donc, c'est des sorties pendant lesquelles on peut justement se déplacer en chaise pliante dans le musée pour les personnes à mobilité réduite et le guide pourra parler en anglais, par exemple, ou en espagnol. Donc ça a été annulé. On a aussi un gros projet avec la Philharmonie de Paris, le projet Steel Drum, donc c'est des percussions de Trinité et Tobago. On a des cours de musique toutes les semaines pour préparer un concert de percus. Ça aussi, ça a été annulé. Tout ce qui s'est fait à l'extérieur, en fait, a été annulé. Donc, il a fallu repenser tout ça. Il faut savoir qu'on a des personnes qui ont dû rester sur le site, mais avant tout, qui ont dû rester isolées dans leur chambre parce que justement, elles étaient positives. Il faut savoir que ça a été compliqué parce que justement, il y a différentes addictions qui peuvent être liées à toutes sortes de drogues comme l'alcool, le tabac ou d'autres drogues beaucoup plus dures.
Et du coup, voilà, l'enjeu était de reproposer à nouveau des activités à ces personnes pour les occuper et faire en sorte que l'isolement soit respecté pour leur sécurité à elles et la sécurité aussi des gens à l'extérieur pendant justement cette épidémie. Ce qui fait qu'après, on m'a reproposé de reprendre ces activités tout en adaptant un maximum pendant justement la baisse un petit peu de l'épidémie. Nous, au niveau en tout cas du LHSS Saint-Michel-Camp, on a eu moins de personnes positives. Donc voilà en tout cas ce que je voulais dire pour les difficultés rencontrées. Ok, merci beaucoup. La parole est à Hugues. Hugues, maintenant, peux-tu nous dire quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour inscrire les activités culturelles et de loisirs dans le cadre de ton travail au quotidien? Du coup, les activités des petits débrouillards sont surtout des activités qui se déroulent dans l'espace public, donc en face-à-face pédagogique. Donc, dans un premier temps, ce n'était pas dans nos habitudes de travail, ou alors de façon très marginale et ponctuelle. Donc, dans un premier temps, la première difficulté était de comment garder ce caractère interactif de nos animations, en allant sur un domaine qui était le virtuel, puisque du coup, le face-à-face pédagogique n'étant plus possible. Ensuite, la question du public et ce qui s'est posé à de nombreuses activités aussi qui se sont transformées sous un format virtuel, c'est comment accéder finalement à ces publics. Parce que du coup, nous, on fait de la médiation scientifique et technique, mais l'objectif premier étant de faire de l'éducation populaire, c'est inscrit dans une action sociale. Donc, c'est comment toucher le plus grand nombre avec un outil qui n'est malheureusement pas accessible au plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a pu redécouvrir, en tout cas, c'est pas l'art, mais c'est les fractures numériques, du coup, et l'accessibilité à ces outils. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. Et la troisième étant aussi de mobiliser des gens ayant déjà cette pratique ou ne l'ayant pas, donc de pouvoir les former autour de ces activités pour les créer réellement. Donc ça a été les trois difficultés pour mettre en œuvre ces programmes. Donc moi, je me suis occupé plus particulièrement d'un programme qui s'appelle Par ici la visite, qui a été construit avec une autre association partenaire Culture du Cœur 13, qui se basait sur un projet qui était existant de visite de lieux culturels complétés par des ateliers scientifiques et techniques, donc des expériences, des jeux ou des débats. Donc l'idée de rendre ça virtuel était plutôt assez facile puisqu'on a la chance que la plupart des musées et autres acteurs ont déjà créé des visites virtuelles. Et après, comment nous, on a pu compléter aussi par des manipulations des expériences de façon virtuelle et créer un parcours par semaine à partir de la 3e semaine, je crois, de confinement, le temps que la machine se mette en route. Et on en sort un par semaine jusqu'à mi-juin, en alternant des lieux de patrimoine, des expositions, du street art, du patrimoine naturel, etc. Voilà les principales difficultés qui ont été présentes pour rendre accessibles nos activités, sachant que le virtuel maintenant prend une place importante dans notre conception, mais elle ne remplacera toujours pas le face-à-face et le contact avec le public. Donc, c'est de voir comment on combine les deux, puisque malheureusement, nous avons encore un bout de temps aussi à limiter les face-à-face. Alors, la première difficulté, c'est qu'on s'est retrouvé en confinement de manière extrêmement subie. Donc, ça a été la précipitation, mais je pense que voilà, tout le monde a vécu la même chose pour précipitation de quitter les bureaux. Voilà. Donc, les premières difficultés rencontrées, elles sont un peu d'ordre organisationnel. Comment organiser le travail à distance, comment aussi comprendre les dispositifs d'aide, comment maintenir le contact avec les partenaires. Voilà, tout ça, ça a été quand même un bon casse-tête. Après, il y a aussi l'inquiétude qui est venue un peu par-dessus tout ça, puisque nous, on a eu une fermeture brutale de tout le secteur culturel, sportif et de loisirs. Enfin, voilà, on le vit toujours d'ailleurs. Et nous, du coup, ça a provoqué l'arrêt
immédiat de nos activités sur le site internet de Culture du Cœur, qui est l'outil phare de l'association. Donc, des grosses inquiétudes par rapport à l'avenir, puisque sans visibilité aucune de quand est-ce que les activités vont pouvoir reprendre et sous quelle forme. Donc, ces interrogations étaient assez présentes. Évidemment, la fermeture des lieux, ça n'a pas provoqué que l'arrêt de notre site internet, puisqu'on fait énormément d'interventions sur le terrain avec des volontaires, aussi en service civique, avec des stagiaires, et puis l'équipe de médiation. Tout ça a été arrêté. Des événements aussi du type, on devait monter un colloque justement avec Kitry de la FAS qui a été annulé. Et puis voilà, de multiples rendez-vous, nos projets qui ont été annulés, des prestations aussi qui ont été annulées chez les partenaires. Voilà, tout ça s'est cumulé, mais aussi la fermeture de la majorité des structures sociales qui donc accueillent les publics qui vont pouvoir bénéficier de Culture du Cœur. Et là, avec aussi une chute des contacts, déjà nous qui étions dans une activité très restreinte, mais aussi au démarrage du confinement, assez peu de contacts avec nos partenaires sociaux et culturels d'ailleurs. Donc tout ça a créé vraiment de l'inquiétude. Bien sûr, on a nous aussi choisi de réagir et de monter des actions de solidarité, mais du coup, pareil que on ne savait pas si on arriverait à toucher les publics. Donc on avançait un peu à l'aveugle sur des actions qui nous paraissaient pertinentes par rapport à des besoins identifiés. C'est vrai qu'on a quand même eu quelques contacts. Après, au fur et à mesure, on a repris des contacts avec nos partenaires sociaux qui nous ont fait remonter aussi des craintes eux-mêmes de perdre le contact avec les personnes les plus fragiles. On essayait aussi de recenser quelles étaient les difficultés qui avaient pu être accentuées pour que nous, on puisse adapter aussi nos dispositifs. Et puis, on a donc très rapidement compris via nos échanges, non seulement avec les acteurs sociaux, mais aussi avec les acteurs institutionnels avec lesquels on était restés en lien. Je pense à la politique de la ville, je pense aux conseils départementaux, que effectivement, les fractures numériques avaient été, ça devenait une réelle priorité. Il y avait aussi le décrochage scolaire, des gamins qui étaient plus en contact avec les professeurs, l'accentuation des violences intrafamiliales, l'isolement et la paupérisation, puisqu'on sait qu'il y a des familles qui ont eu faim pendant le confinement. Donc, comment agir ? Voilà aussi les questions qu'on s'est posées dans les premiers temps. Comment agir ? Comment travailler dans l'urgence ? Comment proposer des actions qui soient cohérentes et à distance ? Voilà les questions qu'on s'est posées et auxquelles, j'espère, on a pu répondre. Moi, je m'en rappelle encore bien parce que on était en train de faire le vernissage d'une exposition. C'était le samedi juste avant le confinement. Et du coup, ça s'est très vite résumé. Quelques paroles, distanciation immédiate et puis fermeture des locaux, malheureusement. Donc, après, il y a eu réflexion, tout ça. On a pris certaines mesures avec les jeunes pour surtout surveiller bien pour qu'ils respectent bien les mesures sanitaires, disons, qui étaient à l'honneur à ce moment-là. Et nous avons rencontré la difficulté de la langue parce qu'on a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. Donc, des jeunes qui ne parlaient pas trop bien le français, qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait, bien entendu. Et avec tout ça, leur jeunesse, parce que certains ont 14 ans, 15 ans, ils ne sont pas encore scolarisés, ils sont dans l'attente d'une scolarisation. Donc tout ça, ça a été des difficultés supplémentaires. Et puis surtout, faire bien attention à eux et puis à nous-mêmes, parce qu'on se mettait effectivement dans quelque chose comme ça. Après, les choses se sont un petit peu apaisées, au moment où on a eu les équipements nécessaires, parce que ça aussi, c'est pas arrivé tout de suite. Et puis surtout l'équipement des lieux, les barrières, de barrières, des choses comme ça, pour éviter les contacts directs, quoi. Et puis tout doucement, on a entamé le confinement. Moi, après, je suis parti en arrêt maladie, mais j'ai maintenu mes contacts avec mes jeunes par le téléphone, parce qu'eux, ils sont équipés de téléphone.
Donc, je continuais à donner des cours de dessin comme ça, virtuels, et eux me répondaient en m'envoyant leur réalisation, les choses qu'ils faisaient, leurs sentiments. On échangeait quelques discussions par rapport à ce qui se passait, par rapport à plein de choses, quoi. Et forcément, bon, ce qui s'est passé, les problèmes que j'ai rencontrés aussi, c'est que j'ai annulé tout ce qui était sorti, bien entendu, d'exposition, visite de lieu, animation de l'atelier, parce que l'atelier est un peu exigu. En plus, ça suppose des postes de travail très rapprochés, montrer à quelqu'un comment dessiner, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est un peu en sommeil, quoi. Et là, je vais donc mardi, je reprends le travail, hein, et puis je vais voir comment je peux m'adapter aux nouvelles circonstances, bon, en sachant que maintenant les choses sont un peu plus légères. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, on va commencer le deuxième tour pour la deuxième question. La deuxième question, elle concerne les changements que vous avez mis à l'œuvre dans vos propositions d'activités culturelles et de loisirs pendant le confinement. À toi, Nathan, donc, quels sont les changements que tu as mis à l'œuvre dans tes pratiques professionnelles en matière d'activités culturelles et de loisirs pendant le confinement? Alors donc pour commencer, quand j'ai pu justement reprendre les animations socio-culturelles, donc pour commencer, avant de préciser le type d'activité, on m'a quand même demandé d'adapter au niveau des mesures et gestes barrières. Donc en fait, on a eu la chance justement d'avoir un jardin sur le site assez spacieux. Donc il a fait beau. On a fait un maximum d'activités à l'extérieur, mais en respectant la distanciation sociale, donc 1,50 m entre les résidents, la désinfection de toutes les surfaces, le port du masque et le gel hydroalcoolique. Donc déjà, voilà, c'était les conditions pour que moi je puisse reprendre les activités avec les résidents, et l'équipe médicale y tenait. Donc en fait, on a un atelier justement qui tourne assez bien et qui ne nécessite pas de sortir à l'extérieur. C'est justement l'atelier revue de presse. On en a fait davantage. En fait, ça permet de faire un point sur l'actualité avec les résidents. L'idée, c'est que les résidents sélectionnent chacun 3 articles. Et l'idée, il y a des enjeux comme le fait de prendre la parole en public, de savoir s'écouter, de savoir débattre sur un sujet tout en respectant en fait l'avis des autres. Donc ça, c'est des enjeux importants avec le public qu'on a parce que justement, il y a des diversités culturelles importantes. Donc c'est sûr que c'est toujours intéressant de savoir débattre de toutes ces différences tout en respectant les autres. Donc on a fait davantage d'ateliers revues de presse, mais l'idée c'était donc à la fois de faire un point sur la situation liée au Covid-19, mais de aussi parler d'autres choses pour changer justement un petit peu les idées des résidents donc au niveau de l'actualité. C'est vrai justement, on en parlait tout à l'heure, on a pu créer un partenariat avec Emmaüs Connect, notamment grâce à la responsable du LHSS et l'assistante sociale, ce qui nous a permis de distribuer en fait des tablettes tactiles aux résidents, ainsi que des téléphones pour qu'eux puissent accéder justement à certains médias culturels, mais notamment en restant dans leur chambre. Là, je fais référence aux personnes qui devaient encore rester isolées. Donc voilà, encore une fois, le virtuel peut permettre de faire ce genre de choses, mais le virtuel, par contre, ne remplace pas les rapports entre les gens. Mais en tout cas, là, c'était quand même un moyen très pratique de pallier à ça. Et en fait, les gens avaient tellement de choses à dire sur le cœur, de choses, en fait, ils souhaitaient vraiment s'exprimer. Et en fait, on a fait des formes de témoignages. Le SAMU social de Paris a lancé un projet, donc on a fait des courtes vidéos sur lesquelles les gens expliquaient en fait comment ils avaient vécu leur confinement. Et ça a été un média culturel intéressant à diffuser aux autres centres justement pour les autres publics du SAMU social de Paris. Et on a fait aussi de la prévention pour ces publics avec pas mal d'actions concrètes. Et on a même fait justement des petites vidéos sous forme de danse où les résidents expliquent comment bien se laver les mains avec des gants en latex, de la peinture, etc. Enfin, plein de choses comme ça qui nous auront permis d'occuper un maximum le public au niveau culturel. Donc voilà. Merci Nathan. Hugues, peux-tu nous parler des changements que tu as mis à l'œuvre? Déjà, étant dans la même situation que la plupart des travailleurs, on était du coup en chômage technique.
totale, donc une activité qui doit se baser déjà de chez nous, en composant avec notre vie personnelle aussi. Donc déjà, organiser déjà ça et essayer de regrouper une équipe de volontaires qui attrape le sens de de mettre en place ce type d'action en bougeant là aussi un peu l'organigramme, c'est-à-dire que hors confinement, je suis le directeur adjoint, donc j'ai plutôt l'habitude de manager des équipes et dans ces configurations-là, dans ces périodes-là, la configuration doit changer. Donc, on a composé des équipes comme ça selon les volontés, les envies, la curiosité des gens pour faire des groupes de travail sur du coup ces parcours que je présentais tout à l'heure, culturels, de visite plus expérience. En découvrant, comme je le fais aujourd'hui aussi avec vous, un nouvel outil de communication. Donc, découvrir des millions de nouveaux outils numériques et faire le tri aussi en fonction de critères qui peuvent être aussi l'accessibilité technologique, sociale, etc. de ces outils. Donc, voilà, ces nouvelles équipes ont choisi des outils assez simples et pour faire des parcours qui soient accessibles au plus grand nombre, donc passage par des canaux plutôt populaires que peuvent être les réseaux sociaux par exemple, et Facebook pour pas le nommer. Ensuite, il nous a fallu aussi réfléchir des formats parce que il est facile pour nous de travailler devant notre ordinateur, enfin plus ou moins facile, de travailler devant notre ordinateur, il fallait se mettre à la place de la personne qui est en face, donc par exemple celle dans les foyers. Ou est-ce que dans un foyer, il y a un ordinateur pour tout le monde, il n'y a pas d'ordinateur, il y a un ordinateur pour 30. Donc là aussi, essayer de créer des versions imprimables pour qu'elles soient diffusées à tout le monde et qu'on ne soit pas uniquement dépendant du numérique pendant cette période-là. Donc les changements, ça a été à la fois sur l'utilisation des outils, à la fois sur les formats pour les rendre les plus interactifs possibles, même si on est derrière un écran. Et le troisième, qui est aussi notre boulot de tous les jours, mais qui rajoutait là des paramètres, qui était d'essayer d'imaginer quelle est la situation des gens chez eux, ou dans des foyers, ou dans des structures spécialisées. Donc ça a été du coup notre travail. Donc c'est passé par des choses très simples comme des outils très accessibles ou des versions tout simplement imprimables. On est arrivé aussi parfois à sortir et à aller donner des kits pédagogiques qui étaient distribués par exemple avec les paniers alimentaires. Donc voilà, on a essayé aussi de manier les deux pour minimiser les risques au maximum, mais en prenant compte que parfois il y a un ordinateur pour 6 personnes dans un foyer. Et voilà, ça c'est ça qui nous a fait penser et qui, je pense, au-delà du problème du numérique et de cet accès, de repositionner le public au centre de nos préoccupations, dans le sens d'imaginer comment ils peuvent vivre telle ou telle intervention, y compris que ce soit dans la forme, dans le fond ou dans le support que l'on utilise. Nous, on a toujours été convaincus que la culture, elle tenait quand même une place particulière dans le maintien du lien social et qu'elle avait encore plus sa place dans cette période qui était extrêmement difficile pour tous et surtout pour les plus vulnérables. On pensait bien sûr qu'elle pouvait permettre aux familles, notamment celles qui avaient quand même des situations d'hébergement très très précaires, de pouvoir retrouver un souffle. Et nous, ce qu'on a fait pour réagir, on a choisi de réagir ensemble. Ça a été le plus, c'est-à-dire qu'on est un réseau national, on fonctionne très bien en réseau aussi régional, mais là, pour le coup, on a pu expérimenter un travail collaboratif à des échelles beaucoup plus grandes que celles qu'on a l'habitude de faire en tant que, moi, par exemple, sur mon département du Val-de-Marne. On a dépassé les frontières, peut-être grâce au numérique, mais je suis d'accord que il va falloir quand même retrouver du vrai lien, du vrai contact. Ça ne le remplace pas, mais ça nous aura permis d'expérimenter des nouvelles formes de travail collaboratif. Donc, on a choisi de monter 2 nouvelles actions. Alors, évidemment, dans la précipitation au départ, donc il y a eu effectivement une mise en place qui a pris quelques
quelques semaines. La première a été pour nous montée à échelle Île-de-France, donc en mutualisation avec les équipes de 4 départements d'Île-de-France, qu'on a appelé la culture déconfinée. Et cette action-là, assez simple en fait, c'était de recenser toutes les initiatives, toutes les activités, qu'elles soient pédagogiques, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient culturelles ou sportives, et de les recenser sur des cahiers culturels qu'on a pu diffuser tous les jours sur Facebook. En fait, on faisait des posts Facebook, mais à la fin de la semaine, on regroupait toute l'information d'Île-de-France qu'on partageait sur un drive et qui ont pu être transmis de façon extrêmement large à tous nos partenaires sociaux d'Île-de-France, ainsi que les partenaires institutionnels qui ont fait boule de neige et relais d'informations à leur tour. On a également monté une action qui m'a paru vraiment extrêmement pertinente, c'est l'action Allô l'artiste. Donc ça, c'est une idée de notre siège national, de l'équipe du national, qui a du coup, voilà, l'idée, c'est qu'on voulait aussi toucher les personnes qui n'avaient pas accès au numérique. Comment toucher les personnes des foyers, des EHPAD, comment aider les éducateurs des MEX à continuer à maintenir aussi cet accès à la culture. Du coup, on a mis en place une plateforme téléphonique uniquement accessible à notre réseau social. Donc, ça passait obligatoirement par un réseau social pour toucher les personnes concernées, et un numéro de téléphone, du coup, qui permettait de se connecter sur 4 créneaux dans la journée pour écouter des spectacles et échanger avec des artistes. Ces artistes-là étaient des artistes solidaires. On a lancé un appel à mobilisation d'artistes un peu partout en France. Il y a eu plus de 200 artistes inscrits sur la plateforme. Et ces artistes-là avaient une demi-heure pour à la fois proposer une intervention sous diverses formes, musique, théâtre, conte, etc. et un temps d'échange avec les personnes. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est que sur ces 4 créneaux, comme on voulait aussi répondre aux problématiques de linguistique pour les personnes qui sont non francophones, on a créé des créneaux spéciaux en langues étrangères, avec des artistes qui maîtrisaient des langues étrangères. Et puis, il y avait aussi des créneaux spéciaux pour le jeune public et pour les familles. Voilà, alors. Ça, c'était l'action vraiment très, très intéressante. Ça a permis de mobiliser tout le réseau Culture du Cœur au niveau national. Ça a permis de mobiliser 200 artistes qui se sont inscrits sur l'action. Ils n'ont pas tous pu être programmés, puisque ça faisait vraiment beaucoup de monde, sur 4 créneaux par jour. Donc, vraiment comme si on avait un support de diffusion de spectacles au téléphone. Ça a plutôt bien marché en termes de mobilisation du réseau social aussi. Voilà, on s'est rendu compte, là on est en train de faire le bilan, mais on se rend compte que ça a plutôt bien marché. Et c'est aussi une action qui, pour moi, s'inscrit totalement dans le projet Respiration, puisqu'il a été pensé pour toucher les personnes qui vivaient dans des situations d'hébergement précaires, les personnes les plus isolées comme les EHPAD. Ce qui nous a aussi permis d'étendre notre réseau, puisqu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler avec les EHPAD, par exemple. Mais voilà, on a pu étendre largement aussi le réseau de personnes touchées. Ce qu'on souhaiterait, nous, c'est que ces 2 actions puissent avoir une existence prolongée, mais revisitée, parce que voilà, en fonction elles peuvent se moduler en fonction des conditions qui vont nous être, qu'on va devoir vivre dans les temps futurs et dont on ne sait pas trop vers quoi on va. On voudrait qu'elles soient maintenues et qu'elles soient pensées aussi avec nos partenaires, mais aussi en y intégrant des publics qu'on souhaiterait mobiliser via les centres sociaux, via les centres d'hébergement, pour soumettre ces nouvelles actions à leur jugement et à leur réflexion. Donc, ces actions de solidarité, pour nous, c'était une évidence pendant le confinement. Et voilà, et on pense que la culture a joué son rôle d'émancipation et son rôle de maintien du lien social et d'ouverture à l'extérieur. Merci. Et Michel, qu'as-tu à nous dire sur les changements mis à l'œuvre dans tes propositions d'activités culturelles et de loisirs? Les changements, bien entendu, c'est en respectant toujours ces mesures sanitaires et tout ça. Et maintenant, je vais m'orienter principalement sur un atelier dessin avec un nombre limité de participants, bien entendu.
Et déjà là, je vais reprendre contact avec eux et revivre des choses. Pour ce qui est des visites, des expos et tout, bon, pour le moment, c'est un peu râpé. Ce que je vais simplement faire, c'est organiser des visites extérieures. Donc, s'il y a des sculptures, des choses à voir dans des parcs, dans la rue, point de vue architectural, tout ça, je vais beaucoup tabler là-dessus pour que je garde avec eux un contact vivant. Hein. Puis, ça peut être très agréable, surtout que, bon, on a un très beau temps. Et je pense que l'été va être bien, bien chaud. Et puis, à part ça, continuer à faire ce que je fais, je vois comment je vais pouvoir poursuivre les expositions. Alors, peut-être qu'on pourra quand même continuer les expositions au sein même de nos locaux. Simplement, si on dispose d'une collection d'œuvres que nous avons accumulées depuis maintenant plus de 30 ans. Et ces œuvres-là, c'était les dons d'artistes. Chaque artiste qui participait à une exposition faisait don d'une œuvre. Donc, nous, on lui proposait des services gratuits pour organiser son exposition, plus les lieux gratuitement. Et en échange, à l'issue de l'exposition, il faisait don d'une œuvre. Donc, on se retrouve avec une collection très importante. Et là, je suis en train de penser de faire des expositions internes au foyer dans lequel on est, et justement faire un petit remake de tous les artistes qui ont exposé à Carrefour. Ça peut être très intéressant, parce qu'on va revisiter notre patrimoine personnel. Voilà. Et puis après, moi par contre, je me suis aperçu que le confinement a apporté beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et dans le lien beaucoup plus intime avec les jeunes, beaucoup plus personnalisé, parce que forcément, en respectant tout ça, on se retrouve avec des codes, des choses qui sont apparues. Hein, le masque, on voit plus l'expression de la bouche, mais on voit celle des yeux. Et Dieu sait qu'elle est importante aussi. Et puis, j'ai vu des yeux s'illuminer, des choses comme ça. Et simplement, en regardant un tableau, en leur montrant la photo d'un tableau, et puis aussi travailler avec le téléphone. Merci. Merci. Et bien justement, on va se tourner vers l'avenir et on va se demander, on va essayer de répondre maintenant à la question, que vous a appris le confinement en matière d'activités culturelles et de loisirs? Quelles leçons tirez-vous de cette période que nous venons de traverser? Et c'est Nathan à qui je cède la parole. Alors du coup, en fait, le confinement nous a appris justement à nous adapter en grande partie. Mais voilà, comme le disaient certains, je pense qu'on peut retenir énormément de positifs. Parce que nous, en fait, on a vu un bel esprit de partage se créer entre les résidents. L'équipe a fait aussi énormément d'efforts pour que moi, je puisse me dégager du temps pour continuer le maintien des activités. Donc c'est vrai que il y a des choses positives justement de ce confinement, et je dirais que voilà, ce bel esprit de partage, de solidarité, d'entraide. Nous, on n'a pas vu de résidents justement égoïstes. Tout le monde a fait des efforts énormes. Donc voilà, ça c'était vraiment très positif pour moi. Il y a eu de nombreux résidents aussi qui n'hésitaient pas à me faire penser, parce qu'on n'est pas non plus des robots, on est avant tout humains, qui me disaient « Ah, monsieur Nathan, n'hésitez pas là, vous avez oublié le gel hydroalcoolique, etc. » Donc il y a vraiment eu cet esprit aussi de sensibilisation des résidents qui, eux, ont pu justement sensibiliser d'autres publics à leur tour. Donc voilà, et ça nous a aussi appris à anticiper pour la suite, pour avoir du temps pour relancer justement des partenariats et anticiper, même si pour l'instant on n'est pas encore fixé sur la réouverture de certains lieux culturels, etc. Mais l'idée, c'est aussi de gagner un maximum de temps pour pouvoir à nouveau réemmener les résidents. Mais on aura quand même toujours dans notre esprit le fait de vivre avec le virus, et justement, voilà, chaque sortie, ça sera une désinfection du véhicule, chacun aura son petit flacon de gel hydroalcoolique. Voilà, et j'imagine que les musées feront d'énormes efforts pour être habilités à recevoir des publics fragilisés. Donc voilà, c'est ce qu'on peut aussi, pour moi, retenir de cette période de confinement, justement. Ça a été aussi agréable. Moi, je pense que ça fait aussi pareil à tout le monde, mais le fait, voilà, de se sentir aussi soutenu et encouragé par les gens qui n'ont pas forcément connaissance de nos métiers,
qui sont pas sur le terrain. Et voilà, le fait de se sentir un petit peu plus encouragé que d'habitude, voilà, de se dire que ce qu'on fait, ça a du sens, et ça en a eu encore plus pendant cette période. Donc voilà. Et nous, le point positif aussi qu'on a retenu au niveau du centre, c'est que d'habitude, c'est aussi compliqué de toucher un maximum de personnes pour les faire participer, et c'est aussi compliqué de les stimuler. Mais là, comme les personnes, malheureusement pour elles, étaient dans l'obligation de rester sur le site, ça leur a aussi permis de se dire j'ai rien d'autre à faire que de venir à l'activité proposée par l'animateur, et ça nous a aussi permis de renforcer ce lien avec ces personnes. Ça parle aussi des points positifs du confinement, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui s'absentent la journée pour leur démarche sociale et médicale, mais aussi personnelle, et c'est toujours compliqué de pouvoir justement les stimuler et leur proposer ces activités. Donc c'est vrai que moi j'avais en tout cas rarement ressenti des moments de partage comme ça avec les résidents justement. Des fois ça mettait quelques années pour créer du lien avec certains, et là on a eu des nouveaux arrivants avant le confinement, et justement le lien s'est créé en quelques mois. Donc ça a été vraiment fort. Et justement l'après-isolement, quand tous les résidents sont sortis d'isolement, là justement certains se sont dit je m'en suis sorti, je suis en vie, et ils ont voulu profiter un maximum, et ça c'était vraiment fort. Donc voilà pour moi les principaux apports du confinement. Merci Nathan. Et Hugues, peux-tu nous dire, toi, ce que tu as appris avec cette période du confinement en matière d'activités culturelles et de loisirs? Ce que j'ai appris, c'est que du coup, de nouveaux horizons, en tout cas nouveaux pour moi, existaient. Donc tout le format virtuel, que quelque chose était possible. J'ai appris aussi qu'il était indissociable de la pratique plus traditionnelle, en tout cas aussi de la nôtre, c'est-à-dire du face-à-face, que les deux devaient se compléter. J'ai découvert aussi une certaine solidarité dans les travailleurs, en tout cas ceux qui gravitent autour de notre association pour créer des dynamiques et aller vers les autres à des moments et à des époques où on n'en a pas toujours le moment, enfin le temps, je veux dire, où c'est presque un luxe. Donc là, effectivement, cette période a permis de se pencher vers les autres, enfin d'aller vers les autres. Et plus que ce que ça m'a appris, ça m'a aussi permis de réfléchir et de me poser plein de questions sur l'avenir et de comment nous, on va continuer notre action. Parce que du coup, c'est pas simplement la distanciation sanitaire qui est impactée, c'est plein d'autres choses. C'est comment on construit, on reconstruit, on complète, on détruit certaines parties de notre travail pour faire autrement, et pour que ces périodes ne soient pas révélatrices de mots que certains ne s'étaient pas aperçus. Donc, je parle, par exemple, effectivement, je reprends ce cas de l'isolement des personnes, qu'il soit numérique, social, affectif, culturel et tout ça. Je trouve assez triste, en tout cas, que ce soit le confinement qui nous amène certaines de ces preuves-là, et que ça, on aurait dû... on le savait, mais il a fallu que ça soit une crise comme ça qui soit encore plus révélatrice. Donc, voilà, que ça nous serve un peu plus de leçons. Voilà, et voir comment va être la société, pas de demain, mais d'après-demain. On va laisser un peu le temps, le traumatisme et tout ça, et comment on va se reconstruire avec des bases solides. Voilà des perspectives. Lydie, peux-tu nous dire ce que tu as appris le confinement ? Moi aussi, je n'ai pas vu que des choses négatives. Bien au contraire, j'ai été très impressionnée par, comme d'habitude, en fait, par le dynamisme extraordinaire qui est déployé dans une période de crise comme celle-là, très subie, très difficile à comprendre, qu'on se prend de plein fouet. Et pourtant, nous qui avons suivi un peu l'actualité culturelle, sportive, on se rend compte qu'il y avait des choses extraordinaires d'inventivité qui ont été proposées. Et que tout ça a été fait en synergie
avec voilà, de nombreux partenariats qui vont très certainement découler de cette période et qui n'étaient pas forcément anticipés avant. Nous, par exemple, effectivement, on a développé un réseau d'artistes alors qu'habituellement, on était plus en contact avec les établissements de diffusion de spectacles, ce qui va nous permettre tout de suite de rebondir, de voir avec eux et avec, bien sûr, nos partenaires historiques, comment on peut répondre à ces enjeux sociaux majeurs qui ressortent là, comment on va pouvoir aussi agir dès cet été, peut-être avec des nouvelles actions auxquelles on n'aurait jamais pensé si on n'avait pas vécu cette période. La question reste quand même toujours le nerf de la guerre, le financement. Nous, c'est vrai qu'on est très attentif à la situation sociale qui s'est dégradée, mais on a aussi vu qu'au niveau de la situation des artistes et du monde culturel, c'était aussi extrêmement compliqué, qu'il y avait d'énormes incertitudes. Donc, on veut être solidaire avec toutes les personnes qui rencontrent des difficultés pendant cette période-là. Nous aussi, peut-être, les associations, on peut aussi être en grand danger avec la crise économique qui s'annonce. Donc, c'est bien de voir qu'on a pu se serrer les coudes et qu'il y a eu une vraie solidarité entre les acteurs au service des publics les plus fragiles. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est justement la repenser, mais avec une rapidité extraordinaire, la façon dont on pouvait travailler ensemble, de pouvoir travailler avec des gens qui sont à l'autre bout de la France, sans aucun problème en réalité, alors que voilà, on pouvait se restreindre avant à des territoires, mais pourquoi pas aller chercher aussi de la créativité ailleurs. Voilà ce que ça m'a pris. Moi, ce qui me donne espoir et ce qui me motive aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une période de créativité. Et qu'il va falloir qu'on sache se réinventer. Et pour moi, l'innovation sociale, qui me porte au quotidien, elle ne peut se faire qu'à plusieurs. Et j'ai l'impression qu'on est monté en compétence de façon fulgurante avec tous ces outils numériques qui vont nous permettre peut-être de réussir à maintenir le lien social et de reprendre progressivement nos activités normales, en contact normal avec les personnes, mais avec une plus-value énorme pour toucher peut-être ceux qu'on n'arrivait pas à toucher aussi directement. Donc, nous, on pense aussi à des formations à distance, on pense aux médiations culturelles, on pense à des contacts avec des artistes multiples et variés, on pense à faire des visites virtuelles à l'autre bout du monde. Voilà, il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous de rebondir et de s'engouffrer dans cet espace créatif et artistique. Merci beaucoup, Lydie. Et Michel, pour terminer, que t'a appris la période du confinement en matière d'activités culturelles et de loisirs? Bon, là, voilà. Alors, comme là, je suis en quatrième position, forcément, je vais peut-être répéter les choses qui ont été dites avant par nos trois amis. Et du coup, moi, simplement, je suis en train de prendre vraiment en considération la situation, parce que tout le ressenti à tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu entreprendre. Et maintenant, je vois un horizon qui s'éclaire, ça c'est sûr. Et je vois en même temps le numérique se greffer, comme disait Lydie, en supplément, c'est quelque chose de supplémentaire et non de contraignant comme je pouvais le ressentir bien avant. Maintenant, forcément, avec ce confinement, je me suis un petit peu familiarisé avec ces différentes techniques et je pense que je vais aller très loin avec ça. Et puis, bon, il y a une petite chose que je voudrais simplement rajouter, c'est que dans le domaine social, on puisse considérer l'art à sa juste place et ne pas toujours le reléguer à la dernière place en disant oui, mais c'est pas la première nécessité. La première nécessité, c'est de trouver un emploi. La première nécessité, bien sûr, tout ça, c'est important. Mais s'il n'y a pas un contact humain entre les gens, s'il n'y a pas un échange culturel, on n'a qu'à vivre comme des fourmis, tout simplement. Simple, et on n'aura pas besoin de masque. Voilà ce que j'ai à dire.
Ben, c'est une conclusion assez forte que tu nous proposes, Michel. Ben, merci beaucoup à tous pour cette participation à cet atelier de la FAS et de la NAS. Merci beaucoup pour la diversité de vos réponses. Et puis maintenant, je cède la parole en guise de conclusion à Stéphane. Merci Christophe, merci à tous et à toutes. Moi, je souhaite profiter de dire quelques mots sur le programme Respiration, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, et puis je participe à cette vidéo. Et donc, le programme Respiration défend l'accès aux pratiques culturelles, qu'elles soient artistiques ou scientifiques, des personnes comme les enfants, les familles et les jeunes des plus vulnérables, comme un outil de citoyenneté et d'émancipation. Et il est né par l'association de 3 réseaux à dimension nationale, donc la Fédération des acteurs de la solidarité, Culture du cœur, on voit une représentante Lydie, et les petits débrouillards aussi avec Hugues. Et donc le programme est développé dans 5 régions pilotes, Auvergne-Rhône-Alpes, les PACA, non pardon, excusez-moi. Je reprends, parce que à force de répéter toujours les 5 régions, parfois elles se croisent dans mon esprit. Mais donc on a Auvergne-Rhône-Alpes, on a Occitanie, Pays de la Loire, Île-de-France et La Réunion. Et PACA est un territoire partenaire sur le programme Respiration, et qui sont aussi très actifs. Et donc pour nous, les sciences et la culture est une chance pour l'enfance, pour permettre à travers les pratiques culturelles une véritable émancipation des personnes et une autonomie de ces dernières, et aussi comme un outil pour les travailleurs sociaux. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.